Les titres. Le président de la République remet 400 véhicules aux maires et aux présidents des conseils départementaux. Ce lot vient s'ajouter aux 250 autres qui ont été réceptionnés. Le chef de l'État qui a également présidé la cérémonie de célébration des 30 ans de la société Sagam. Restaurer la confiance, instaurer et pérenniser le dialogue pour une année apaisée. Les acteurs de l'école prennent l'engagement d'œuvrer ensemble. Les dernières concertations sont jugées utiles pour aller de l'avant. À une semaine de la rentrée des classes, pas encore de rush pour s'inscrire. Certaines écoles sont encore inondées alors que d'autres sont en état d'accueillir les élèves. L'anacarde, quelle bonne affaire pourvoyeuse d'emploi et de recherche. L'activité génère des chiffres d'affaires importants chez les groupements de femmes. À Tiénaba, l'exploitation de la noix de cajou prospère. Près de 200 000 personnes travaillent dans ce secteur selon les chiffres de 2012. C'est le sujet de la rubrique économie. Sipo, l'île qui se cache dans le delta du Saloum et sa reine sont dans couleur du Sénégal, peu connu. Ce village mandingue, composé d'une vingtaine de concessions, a accueilli son fondateur en 1921. Plus de 70 ans après, ce havre de paix attend vainement les touristes. Et puis, s'il y a une reine célèbre au Sénégal, c'est bien celle de Kapous, Aline Sitoé Diatta, la résistante, très jeune. Elle aura dit non aux colons malgré les représailles. Ce soir, dans Couleur du Sénégal, deux reines, deux trajectoires. Bienvenue à tous. Nous démarrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni hier mercredi au Martiawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 28 septembre 2016 à 10h au Palais de la République. Entamant sa communication autour de la commémoration du 14e anniversaire du tragique naufrage du bateau le Joola, le chef de l'État salue la mémoire des victimes de cette catastrophe et réitère la compassion et la solidarité de la nation aux familles éplorées et aux rescapés. Le président de la République invite le gouvernement à déployer toutes les actions nécessaires au fonctionnement optimal de l'Office national des pupilles de la nation et à la réalisation dans les meilleurs délais du mémorial dédié aux victimes. Par ailleurs, en vue d'intensifier les efforts déjà consentis par l'État pour améliorer significativement le désenclavement terrestre, aérien et fluvio-maritime de la Casamance, le chef de l'État demande au gouvernement de veiller au fonctionnement régulier des navires Aguène et Diambogne, à l'exécution des projets de dragage du fleuve Casamance et du bras de mer du Saloum, à la réalisation urgente de la boucle du Boudié et à la finalisation des travaux de la RN6. Abordant la régulation des loyers et l'accès des Sénégalais au logement, le chef de l'État demande au gouvernement de lui faire le point avant la fin du mois d'octobre 2016 de l'état de la mise en œuvre de la loi 2014-04 du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers, une mesure économique et sociale qui vise à accroître le pouvoir d'achat des consommateurs et réduire la spéculation sur le marché de l'immobilier. Le président de la République demande également au gouvernement de veiller au respect des droits des bailleurs, des locataires, des normes de construction et de faciliter l'accès des Sénégalais au logement, à la propriété foncière et immobilière à travers une meilleure promotion de l'habitat social, notamment dans les pôles urbains. Évoquant par ailleurs l'objectif assigné au gouvernement de réaliser 50 km d'autoroutes par an et la gestion stratégique des projets autoroutiers, le président de la République demande au gouvernement de finaliser le processus de création d'une société de gestion du patrimoine autoroutier, d'une autorité de régulation des activités autoroutières et le cadre juridique requis pour un fonctionnement harmonieux et performant du secteur. Poursuivant sa communication autour de la modernisation des lieux de détention, le chef de l'État rappelle au gouvernement ses directives relatives à l'accélération de la construction d'une nouvelle maison d'arrêt à Sébikotane, à la réhabilitation de tous les lieux de détention et à l'amélioration continue des conditions de séjour carcéral des détenus dans le respect des normes nationales et internationales requises en la matière. Dans la même perspective, le président de la République invite le gouvernement à engager avec l'ensemble des acteurs institutionnels et de la société civile la réflexion sur les longues détentions provisoires, le fonctionnement permanent des chambres criminelles, la problématique du réaménagement des peines, la refondation de la politique de réinsertion sociale des détenus et la modernisation de l'administration pénitentiaire. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats, en informant le Conseil de sa participation à Montréal à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, et à New York à la 71e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.
Le Premier ministre a rendu compte du suivi de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale en revenant sur les travaux de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la participation du chef de l'État à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la situation en Syrie et le processus de sélection du secrétaire général de l'ONU, en cours au sein du Conseil de sécurité dont le Sénégal est membre. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne agricole 2016-2017 en revenant sur la situation phytosanitaire. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales a fait le point des activités prévues dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la rage. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a présenté au Conseil le nouveau tableau de bord de suivi et évaluation de la mise en œuvre des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal, le projet de loi modifiant la loi 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale, le projet de loi portant code minier, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité d'organisation stratégique du pétrole et du gaz, COS Pétrogaz. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Baye Mokhtar Diop, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal en Italie, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Dr Moulatou Tessomé, président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et ambassadeur représentant permanent auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, en remplacement de M. Momar Gueye, appelé à d'autres fonctions. M. Ndiougassar, inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, précédemment coordonnateur de l'inspection interne des services au ministère des Sports, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières, IAAF, au ministère des Sports en remplacement de M. Mamadou Falilou Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Mamadou Abibou Diagne, docteur vétérinaire, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières, IAAF, au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. La société de sécurité internationale SAGAM célèbre ses 30 ans, cérémonie présidée par le chef de l'État en termes de création d'emplois. L'entreprise a 3600 employés. Le président de la République apprécie l'innovation dans la démarche et dans les politiques de sécurisation des biens et services. Aboubakri Kane. La sécurité constitue un pilier de la stabilité essentiel à tout processus de développement. Les forces de défense et de sécurité sont les premiers acteurs de la sécurisation des biens et des services. À leur côté, se développe un secteur privé de sécurité qui joue sa partition. Avec 30 ans d'expérience, SAGAM International a une vision de sécurité qui répond aux besoins de l'heure. Il m'appelle pour faire la levée de doute. Avec une solide réputation acquise notamment avec l'intégration de systèmes de sécurité électronique. L'évolution des technologies permet aussi d'innover. Ce système-là, qui est électronique, est intégré avec la vidéosurveillance. Ça, c'est une caméra dôme mobile, 365 degrés, qui peut, sur action et intégration, passer de cette position d'origine à une position qu'on appelle des presets et faire un tracking. Quand il badge, par exemple, oui, allez-y, pour passer, le couloir va s'ouvrir, il est autorisé, il passe et la caméra a changé de position tout de suite pour nous montrer qui est passé. Et là, on a de façon cumulative son badge avec son image pour être sûr que c'est la personne qui est passée qui est le vrai détenteur du badge. Quelqu'un peut disposer d'un badge, avoir le code valide, mais être sous la contrainte, par exemple, d'un homme armé et tout, qui lui demande d'ouvrir la porte. Et si c'est le cas, on lui a donné un code secret qu'il va utiliser pour ouvrir la porte. La porte va suivre, mais on recevra l'alarme avec un prépositionnement de la caméra pour nous montrer le danger. Créé en 1985, dans l'objectif de combler un besoin sécuritaire pour les missions diplomatiques, les institutions et les services, SAGAM a su diversifier ses produits et s'implanter dans plusieurs pays d'Afrique. Sa volonté, réaffirmée par le PDG,
et de faire bénéficier à toutes les populations de son expertise. Au 31 décembre 2015, la SAGAM s'est hissée parmi les 3 premiers employeurs du Sénégal. La SAGAM a décidé, Monsieur le Président, de s'installer dans la nouvelle ville de Diamniadio, à Diass et dans la zone de Mbour. Ceci pour apporter sa modeste contribution dans la protection des personnes et des biens. Une entreprise à forte vocation sociale dont le management a été salué par le chef de l'État. Au Sénégal, SAGAM a fait une masse salariale annuelle de 7,5 milliards pour plus de 3 500 emplois. Cheikh Abdourahmane Ndiaye, vous avez très tôt compris que la sécurité des personnes et des biens dans notre espace requiert la mobilisation de tous les acteurs. Vous avez su bâtir avec persévérance et rigueur une culture de l'excellence, une tradition d'innovation et surtout une bonne réputation. Vous avez donné la preuve durant 30 ans de labeur que l'Afrique recèle des compétences et des expertises de standard international capables de porter la performance à des niveaux très élevés. Et ça, c'est votre mérite personnel. Et nous devons aider à construire ces champions régionaux, ces lions. Pour la célébration du trentenaire, le thème a porté sur les questions de sécurité du moment et le rôle du privé. De notre système de sécurité. Une coopération et un partenariat étroit entre les secteurs publics et privés aiderait à relever les défis. Le terrorisme, avec son cortège de dérivés, exige une posture que les seuls acteurs étatiques ne peuvent tenir. Les impératifs de la lutte contre le terrorisme ou l'extrémisme violent nous imposent une adaptation de nos forces face à ces nouveaux défis qui concernent autant les services publics que privés de sécurité. Face aux nouvelles formes de menaces, la sécurité est devenue un besoin vital, une affaire de tous pour plus d'efficacité. Le terrorisme, véritable fléau des temps modernes, impose une prise de conscience collective par rapport aux questions de sécurité. Il ajoute une nouvelle dimension au défi du développement d'une Afrique déjà confrontée à l'épineux problème de son émergence économique. Par conséquent, pour relever avec efficacité ce défi et assurer de manière efficiente la sécurité des biens et des personnes, il est nécessaire d'impliquer plus activement les acteurs privés de la filière sécurité. C'est le sens également de mon engagement constant pour la promotion d'un secteur privé national dynamique et performant, véritable levier de croissance et de création d'emplois. Une bonne sécurité impose des moyens suffisants, une connaissance du métier, un bon usage des équipements, mais aussi une capacité avérée et une compréhension de la mission. Toujours se remettre en question permettrait également d'aller de l'avant dans l'anticipation et la prévention des défis sécuritaires. L'État met à la disposition de chaque maire et de chaque président de conseil départemental un véhicule après un premier lot de 250 véhicules tout-terrain. Une seconde dotation de 400 véhicules a été réceptionnée aujourd'hui. La remise des clés a eu lieu ce matin au King Fahd en présence de plusieurs maires. Le président de la République invite les bénéficiaires à en faire bon usage à Aboubakry Kane. Ce lot de véhicules est le complément d'une première dotation destinée aux maires et présidents de conseil départemental du Sénégal. 400 véhicules pick-up double cabine que le président de la République met à la disposition des collectivités locales et exécutifs locaux. Une commande livrée par la société TSE. Après avoir testé lui-même le véhicule,
Le chef de l'État remet les clés au ministre de la décentralisation avec un message aux fournisseurs et aux usagers. Nous avons décidé pour la première fois de doter l'ensemble des maires du Sénégal de véhicules pouvant leur permettre d'assurer avec efficacité leur mission en tant que chef de l'exécutif local, qui sont des missions éminentes auprès des populations. J'espère également qu'un système d'entretien sera mis en œuvre avec peut-être le fournisseur, de façon à ce que ces véhicules puissent avoir une durée de vie compatible à leur prix d'acquisition. Il faut également que les maires cherchent des chauffeurs professionnels, parce que n'importe qui ne peut pas s'improviser, d'abord pour sauver des vies, mais aussi pour sauver le matériel. Au nom de l'Association des maires du Sénégal, Mbaye John, qui en est le secrétaire général, salue l'initiative et promet une utilisation judicieuse des véhicules. Ce lot de 400 véhicules adaptés au travail de terrain vient ainsi boucler l'opération de mise à disposition des collectivités locales d'outils de mobilité pour une meilleure gestion de proximité. Le président de la République a reçu en audience le directeur général de Dakar Dem Dikk, Maître Moussa Diop, est venu rendre compte de la situation de la société, le transport, avec une bonne nouvelle pour les usagers, l'arrivée de 465 nouveaux bus qui permet l'ouverture de 14 nouvelles lignes. Avec 38 lignes au total, Dakar Dem Dikk est aujourd'hui en mesure de répondre aux attentes de sa clientèle, une conviction du directeur général que nous écoutons. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous devons nous mettre à jour pour essayer de satisfaire la clientèle des usagers. Vous savez que depuis l'indépendance du Sénégal, nous n'avons jamais eu un projet d'envergure lié à l'arrivée de 475 nouveaux bus. Et ça, nous devons en remercier le chef de l'État. Les usagers sont pressés de voir ces bus. Ces bus sont arrivés à Dakar depuis quelques jours et je pense que d'ici le 5 octobre, c'est-à-dire date de la rentrée scolaire, nous allons mettre tous ces bus-là en circulation pour soulager les usagers. Je devais donc de temps en temps passer voir le chef de l'État, rendre compte de l'évolution de la société et de la situation d'ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude que Dakar Dem Dikk sera à la hauteur des attentes qui sont placées en elle. Dakar Dem Dikk fonctionnait jusqu'à maintenant avec 24 lignes. Et nous avons créé 14 nouvelles lignes. Nous passerons à 38 lignes, c'est-à-dire aller jusqu'à la haute banlieue. Ce n'est plus une affaire uniquement urbaine, mais nous allons passer également à la banlieue. Et ces lignes seront progressivement mises en circulation. Et je pense qu'on nous donnera un peu de temps, dans un mois et demi, toutes ces lignes-là seront pourvues. Toute œuvre humaine a un terme, c'est ainsi que s'est exprimé le commissaire du Sénégal à l'UEMOA. Cheikh Agui Soumaré, président de la commission, a décidé de se libérer de ses fonctions à la tête de la commission de l'UEMOA. Il souhaite se décharger pour convenance personnelle de la présidence de l'institution sous-régionale avant le 1er décembre 2016. Cheikh Agui Soumaré a présenté ainsi sa démission au président de la République. Le voici à sa sortie d'audience. L'UEMOA est un tournant très important, mais j'avais souhaité aussi me libérer un peu de mes charges de la commission. C'est pourquoi j'avais mûrement réfléchi ces derniers jours et j'ai rédigé 2 lettres. Une lettre adressée à M. le Président de la République pour lui demander de me décharger des fonctions de commissaire du Sénégal à l'UEMOA. La deuxième lettre que j'ai adressée au président de la conférence des chefs d'État, c'est également pour demander au chef d'État de me libérer de mes charges de président de la commission de l'UEMOA. J'ai jugé, à mon âme et conscience, que je n'étais plus dans les dispositions de pouvoir continuer l'œuvre qui m'était confiée au niveau de la commission de notre union. C'est pourquoi j'ai demandé au chef d'État de pouvoir reprendre cette liberté à partir du 1er décembre. J'ai dit 1er décembre parce que le prochain conseil de notre union se tiendra très certainement après le 1er décembre. Or, je ne souhaitais pas
aller devant le Conseil, ce dernier Conseil, ce nouveau Conseil, après décembre. C'est pourquoi j'ai tenu à présenter ma démission au président de la République et à ses pairs à partir du 1er décembre. Donc c'était pourquoi j'avais demandé à venir le voir et le remercier. Monsieur le président de la République est un homme que je connais depuis longtemps et nous avons de très bonnes relations et également il connaît la personne. Quand on me confie quelque chose, j'essaie de faire de mon mieux. Mais il sait aussi que quand le moment vient de reprendre ma liberté et mon indépendance, je peux aussi lui demander l'autorisation de le faire. Parce que ça, il s'agit de ma personne, de moi-même. Et je pense qu'il a compris pourquoi j'avais demandé à reprendre ma liberté. Comme j'ai dit dans ma lettre, toute œuvre humaine a un terme. C'est le terme. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres raisons peut-être. Mais ce qui est important, c'est que j'ai demandé à reprendre cette liberté moi-même pour des convenances personnelles. Parce que comme je l'ai expliqué, je ne souhaite pas aller devant le prochain Conseil des ministres de l'Union. Le vice-ministre coréen des Affaires étrangères est en visite au Sénégal. Il a tenu une séance de travail avec une délégation sénégalaise dirigée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il a été question de la réparation des deux bateaux, Agen et Diambogne, mais surtout de la redynamisation de la coopération entre les deux pays. Eliman Naoua. Les bateaux Agen et Diambogne bientôt remis sur pied. En début du mois d'octobre, une équipe coréenne sera à Dakar pour réparer les deux bateaux en panne. C'est ce qui ressort en partie de cette séance de travail entre Dakar et Séoul. Lors du sommet du G20, le 4 septembre dernier, les présidents coréens et sénégalais se sont rencontrés et ont discuté d'un nouveau programme de coopération. Une commission mixte entre les deux pays va se tenir en début janvier 2016. Elle va redynamiser la coopération entre les deux pays. Nous voudrions saisir l'occasion de votre présence ici au Sénégal aujourd'hui pour saluer le fait que le Sénégal a été réinscrit dans la liste des pays prioritaires de la coopération coréenne. Nous souhaitons également vous réitérer nos remerciements pour avoir fait du Sénégal un pays prioritaire de la coopération coréenne. Et comme je l'ai dit, cela s'est manifesté, en tout cas depuis quelque temps, par rapport au volume de cette coopération-là et aux importants projets qui sont développés entre nos deux pays. À travers son agence de coopération, la COICA, la Corée du Sud appuie le Sénégal dans divers domaines. Il s'agit notamment de la santé, l'éducation et le développement rural. Respect des accords, amélioration des performances scolaires des élèves, réalisation d'un quantum scolaire, d'un quantum horaire, organisation de rencontres de concertation périodiques. Telles sont entre autres les conditions de la rencontre entre le gouvernement, les conclusions de la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, des mesures qui augurent de bonnes perspectives pour la pacification de l'espace scolaire. Pape Kolingama. Durant l'année scolaire 2016-2017, le ministère mettra tout en œuvre pour instaurer et pérenniser un dialogue de qualité avec les partenaires sociaux par la tenue régulière de réunions mensuelles de coordination. C'est par ces notes d'espoir et d'engagement que le séminaire sur la restauration de la confiance pour une année scolaire apaisée a été clôturé. Nous, parents, en nous germent pour le moment des graines d'espoir, graines de confiance. Nous avons hautement salué tout ce qui s'est fait ici. L'engagement partagé, les décisions prises et surtout les innovations apportées dans le domaine du pilotage du système. Nous nous en félicitons et demandons à ce que cette rencontre soit pérennisée et que tous les engagements, en tout cas qui seront pris par les uns et les autres, fassent l'objet d'application
dans l'intérêt du système éducatif. Avec ce séminaire de Saly, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, une page faite de dialogue et de concertation sincère et permanente. L'heure a sonné et bien sonné pour une nouvelle histoire, un nouveau parcours pour un système éducatif rénové et performant. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, par ma voix, réitère toute sa disponibilité et son engagement, pour reprendre le mot du consultant, inconditionnel à raffermir les liens entre tous les membres de la famille éducative. Ainsi donc, au regard de la volonté, des positions et des engagements des uns et des autres, tout porte à croire que la paix des braves a vécu et les jalons d'une école stable et viable viennent d'être posés. Au terme de la rencontre, les différents participants ont manifesté leur volonté et leur engagement à œuvrer pour un système éducatif apaisé. Ils sont tous animés par un sentiment d'espoir et d'optimisme quant à l'avenir de l'école sénégalaise. Les voici au micro de Pape Kolingam. Le bilan que nous tirons de ces concertations, c'est un bilan positif que nous assumons. Maintenant, ce que nous demandons, c'est que chaque partie honore ses engagements. Ces concertations ont été utiles, il nous semble, opportunes, parce qu'elles ont été un espace d'échange accompagné d'un renforcement de capacité. Il s'agit désormais d'œuvrer ensemble et faire en sorte de restaurer la dignité de l'école sénégalaise. Les députés que nous sommes au niveau de l'hémicycle, nous plaidons qu'augmenter d'année en année le budget de l'éducation nationale pour permettre au ministre de régler tous les problèmes de l'éducation. L'État a fait quelque chose sur les accords, surtout sur les rappels, les mises en solde, tout ça. Nos camarades nous appellent, ils nous disent qu'ils ont reçu le rappel. Donc vraiment, c'est encore une motivation de plus pour aller vers la pacification de nos systèmes éducatifs. Au vu des conclusions, des synthèses dans les différents ateliers, nous osons espérer, nous osons véritablement penser aller vers une année scolaire apaisée. La rentrée scolaire, c'est dans une semaine. Les inscriptions dans les écoles, collèges et lycées sont ouvertes depuis le 15 septembre pour la plupart, mais le rush n'est pas encore observé dans les différents établissements. Le reportage de Eliman Daoua. École élémentaire Manguier 2, des flaques d'eau, une cour couverte d'herbe. Rien ne renseigne que la rentrée c'est dans une semaine. Aucun élève n'est venu s'inscrire. Une situation qui s'explique. La notion d'inscription payante n'existe pas à l'élémentaire. Ce sont les cotisations fixées par l'association des parents d'élèves qui existent et on n'a pas le droit de renvoyer un élève s'il ne cotise pas. Dans l'enseignement moyen, quasiment le même constat. Le collège Manguier n'est pas non plus dans un bel état, mais les élèves viennent s'inscrire à compte-gouttes. En tout cas, ce n'est pas dans un état très avancé. Parce que présentement, nous comptons que nous avons enregistré que 3 inscriptions sur un total de plus de 500 élèves. L'inscription, comme d'habitude, c'est 10 000 francs. On n'a pas le droit de dépasser les 10 000 francs. À quelques jours de l'ouverture des classes, on assiste au dernier cours de vacances. L'inscription va devoir attendre. On n'est pas encore à la fin du mois et que mon père n'a pas encore eu son salaire. Je préfère entendre mieux jusqu'à la fin du mois. Au lycée Maurice de la Fosse, les élèves viennent s'inscrire petit à petit. Les inscriptions ont démarré. Ils viennent à compte-gouttes. Environ, nous avons sur 2000 attendus, 40 inscrits à ce jour. La situation des inscriptions diffère selon les établissements. D'ici à la rentrée, il reste encore du travail à faire dans certaines écoles pour que le concept Ubitei Diangetei soit une réalité. À quelques jours de l'ouverture des classes, les formalités ont déjà commencé dans certaines écoles élémentaires. C'est le cas à l'école élémentaire Kabirumbot de Pikine. Sur place, l'établissement offre un cadre accueillant, tout le contraire de l'école 8 de Pikine. À l'extérieur, tout comme à l'intérieur, l'école offre un décor peu reluisant. Ibrahim Anorm. En toute quiétude, il s'adonne à son activité vitale. Cette flaque d'eau constitue une véritable aubaine pour ce héron, mais un inconvénient pour les élèves. L'école 8 de la commune de Pikine-Est vous souhaite la bienvenue. À quelques jours de la rentrée des classes, une visite des autorités pour constater l'état des lieux.
Il y a des flaques d'eau dans la cour et parfois dans les salles de classe. Comparé à l'année dernière, c'est un moindre mal où il a fallu quand même des mesures de grande envergure avec les sapeurs-pompiers pour libérer complètement la cour, les eaux donc de la cour. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec tout simplement le phénomène de l'évaporation et de l'infiltration, les eaux vont disparaître. Déjà hier, il n'y avait pratiquement presque plus d'eau dans la cour, mais avec la grande pluie que nous avons enregistrée hier, bon, évidemment, il y a encore quelques flaques d'eau qui sont dans la cour. Le décor est révélateur, une école colonisée par les eaux depuis l'hivernage. Des salles de classe complètement trempées, un danger pour les pensionnaires. Oui, c'est vrai, il y a des risques énormes, mais nous sommes en train donc d'évacuer l'eau. Et ensuite, à partir de dimanche, la communauté fera tout pour évacuer l'eau dans les classes. Et maintenant, nous allons solliciter aux autorités pour qu'ils puissent désinfecter donc les salles. 1962, date de création de cet établissement qui compte 21 salles de classe. Et voilà plus d'une décennie que l'école subit toujours le diktat des inondations. Et à chaque fois que des solutions conjoncturelles. Il nous faut des solutions structurelles. Et les solutions structurelles, ce n'est rien d'autre qu'un réseau d'assainissement, vraiment des canalisations qui nous permettront vraiment de pouvoir drainer l'eau vraiment vers ces sites-là. Parce que le souci, c'est que cette école se trouve dans un quartier inondable nommé Wakinan. Donc voilà. Et le plus grand problème aussi auquel on est confronté, c'est que les populations qui habitent dans la zone en période d'inondation, très souvent ils essaient de trouver un chemin à l'eau pour pouvoir vraiment le centraliser au niveau de l'école pour libérer leurs maisons. Malgré cette situation, les autorités souhaitent appliquer le concept Ubitaï Djangatei. Notre souhait, c'est que dès la rentrée, dès le premier jour de la rentrée, que les enseignants entrent dans les classes, les parents d'élèves envoient les élèves, qu'on puisse démarrer les cours dès la rentrée. Le préfet a convoqué un CDD, l'ensemble des maîtres vont être présents et aujourd'hui, les maires vont rivaliser dans le bon sens, pas en termes d'adversité, mais en termes peut-être de volume d'écoles qui vont aujourd'hui réussir l'opération Ubitaï Djangatei. À l'école élémentaire Kabirumboj, le contraste est saisissant. Ici, c'est une cour bien nettoyée, des salles de classe bien propres, prêtes à accueillir les élèves. L'établissement est fin prêt pour accueillir les enseignants et les élèves pour pouvoir démarrer le 5, Inch'Allah. Pas de problème particulier? Non, pratiquement nous n'avons pas de problème pour pouvoir démarrer les cours le 5, Inch'Allah. Dans cette école, le parfum des grandes vacances est déjà dissipé. Place maintenant aux formalités pour la nouvelle année académique. L'hôpital d'Al Al-Jam a été choisi par le programme Jeunes Leaders Africains pour une application pratique des apprentissages. Ce programme, connu sous le nom de YALI, est une initiative du président Barack Obama. Les étudiants viennent de 16 pays d'Afrique. Ils ont particulièrement apprécié la qualité du management public en vigueur dans ce nouvel hôpital, Omar Diawa. Ils ne sont pas moins d'une trentaine autour de la table, la majorité des jeunes de 16 pays d'Afrique autour du staff de l'hôpital d'Al Al-Jam, un fleuron dont l'inauguration par le chef de l'État est immortalisée par la télévision nationale. Le président de la République a loué le travail de l'administration qui se veut proche des populations pour un renouveau du service public africain. Le Young African Leaders Initiative est la concrétisation d'une idée de Barack Obama en 2010. Le centre régional de Dakar, logé au CESAC et appuyé par l'USAID, reçoit des étudiants africains de divers horizons. Cette visite de l'hôpital d'Al Al-Jam fait partie du programme Public Management, partie intégrante de leur formation. Ils sont venus s'inspirer un peu du modèle que nous sommes en train de développer au niveau de l'hôpital d'Al Al-Jam pour effectivement changer un certain nombre de choses, changer un certain nombre de pratiques, changer une façon de faire, mais également changer même la façon de voir l'hôpital. C'est dans un bel élan enthousiaste que le directeur de la structure a lui-même dirigé la visite des différents services. Un tour du propriétaire qui a suscité la curiosité des futurs leaders. D'ailleurs, ils n'ont pas tari de questions sur l'accueil, les urgences, la qualité, l'alimentation, le recouvrement des frais d'hospitalisation, l'environnement ou encore la maintenance. Évidemment, autant de choses ne peuvent être portées que par une équipe. Un homme seul ne peut rien faire.
Le but de l'hôpital n'est pas de faire des bénéfices, mais nul ne peut perdre de vue la nécessité d'avoir des comptes équilibrés, souligne le directeur, qui semble avoir convaincu, ou plutôt séduit son auditoire. C'est un modèle formidable parce que en arrivant ici dans cet hôpital, on a juste envie de revenir ici, même si on n'est pas vraiment malade, on a envie de revenir dans cet hôpital parce que tout est structuré, chaque chose a sa place et chaque chose est structurée de manière à fonctionner comme il faut. Ce n'est pas habituel que l'on veuille revenir dans un hôpital après une visite. Cette volonté d'un retour sur les lieux symbolise tout un espoir porté par la jeunesse. L'avenir de l'Afrique est entre leurs mains. C'est à eux ou c'est à nous véritablement de changer les choses. Il suffit juste d'en avoir l'ambition. La recherche d'une croissance et d'une meilleure gouvernance démocratique constitue l'objectif principal du programme YALI. Le centre de Dakar en est à sa 2e session et ses étudiants sortent de l'hôpital révigorés et davantage motivés à devenir leaders. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a organisé ce matin à Dakar un atelier de réflexion sur la dématérialisation des états financiers et l'amélioration de l'immatriculation au NINEA. Cette rencontre a permis de présenter l'innovation de l'acte uniforme révisé de l'OHADA de 2014, un acte qui engage les États à mettre en place un système électronique pour la transmission des états financiers des entreprises. Jonas Bassen. Pour être prise en compte et contribuer au développement, l'identification de l'entreprise est un impératif. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie compte réviser la procédure d'immatriculation pour inciter les entreprises encore non immatriculées à obtenir un NINEA. Eu égard à l'importance du NINEA pour le pays, l'ANSD a décidé, en marge du recensement général des entreprises, de procéder à une refonte de l'application d'immatriculation afin de mettre en place un nouvel outil conforme aux standards de qualité et aux attentes des acteurs du système. Face à la réticence et à la négligence de certaines entreprises, l'ANSD va mener une sensibilisation dans ce domaine. Cet exercice a été fait pour les inciter à se déclarer, à fournir et en bonne date les états financiers et à utiliser le NINEA. L'ANSD a relevé une anomalie dans l'actuelle base de données des entreprises immatriculées qui impacte négativement l'évaluation de la politique économique. Nous sommes aujourd'hui à 400 000, un peu plus de 400 000 immatriculations au niveau du NINEA. Et nous pensons que cela est déjà fortement en deçà du potentiel. Si vous voyez toutes les unités qui s'activent dans ce pays, on dit que vous avez 400 000 unités qui sont immatriculées, ça cause quand même problème. Donc nous pensons que le niveau de l'immatriculation aujourd'hui est quand même beaucoup en deçà par rapport à ce qu'il devrait être. Et si l'Agence nationale de la statistique et de la démographie entend terminer le processus de réforme du système de transmission des états financiers des entreprises pour se conformer à l'acte uniforme de l'OHADA de janvier 2014. Nous avons déjà tout le cadre juridique relatif à la société de l'information qui est en place depuis 2008 et qui rend donc un document électronique valable aussi bien qu'un document physique. Donc à partir de ce moment, les bases sont déjà établies. Il suffit maintenant que les entreprises produisent ces états de manière électronique et que l'ANSC puisse les exploiter plus facilement. Cette informatisation du système de transmission des états financiers va permettre d'obtenir des données pour l'évaluation de la richesse économique, mais aussi pour une analyse fiable des performances économiques et financières des entreprises. L'anacarde, une des filières qui emploie beaucoup de monde au Sénégal, 200 000 selon les chiffres de 2012 et pourtant, elle n'est pas exploitée à sa juste valeur. Les raisons, des problèmes d'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, une matière première qui se raréfie ou encore le caractère informel de l'activité autour de ce produit agricole. L'économie de l'anacarde, c'est le sujet de la rubrique du jeudi avec Aram Dawa. Tiénaba fait partie de ces localités qui tirent beaucoup de l'exploitation de l'anacarde. Et ce sont les femmes qui en profitent le plus. Ici, elles ont réussi ce qu'ailleurs d'autres n'ont pu faire, s'organiser. 18 groupements de femmes autrefois éparpillés ont aujourd'hui uni leurs efforts. Résultat, l'association Fass Jom est née avec à la clé 600 emplois. Auparavant, les jeunes filles allaient dans les zones urbaines avec tout le risque que cela implique.
Maintenant, aucune jeune fille n'est tentée d'aller travailler comme ménagère et c'est grâce à l'anacarde. De la richesse et de l'emploi, c'est ce que crée la transformation des noix d'anacarde dans cette communauté rurale de 22 000 habitants. Au-delà de ces femmes, c'est toute leur famille qui profite des retombées de l'activité. Les femmes aujourd'hui participent aux dépenses quotidiennes et construisent même des maisons grâce à l'activité. Si l'activité marche tant pour ces femmes, c'est qu'elles ont su se former pour innover dans l'offre. On a d'autres produits dérivés de l'anacarde, telle cette pâte qui diffère de la pâte d'arachide qu'on a l'habitude de voir. On fait aussi des nougats. Cette volonté d'exploiter l'anacarde est réelle partout dans les unités de transformation, mais elle bute sur beaucoup d'obstacles. Dans cette unité, on se soucie de la présence d'un grand importateur sur le marché, l'Inde, qui rafle beaucoup de la matière première. On a besoin de l'appui de l'État pour un peu, pas fermer l'exportation de la matière brute, mais quand même privilégier avec des lois, avec les moyens dont l'État dispose, pour que nous, producteurs à l'intérieur, nous ayons de la matière à transformer. Parce qu'il y a quand même des investisseurs qui sont intéressés à venir sur place avec notre collaboration, une sorte de partenariat. Mais il y a la crainte que, est-ce que ce ne sera pas comme la filière arachide? Autre requête de ces producteurs, accéder au financement. L'ADPME est le plus souvent interpellée. C'est elle qui accompagne présentement les 5 PME leaders dans le domaine. Pour l'agence, tout est question de professionnalisation. La plupart du temps, on leur reproche un manque de lisibilité. Elles ne tiennent pas trop une comptabilité. Elles sont informelles dans leur mode de gestion. Et nous, notre responsabilité, c'est d'arriver à organiser la PME, à faire en sorte que le chef d'entreprise maîtrise son activité, qu'il y ait une traçabilité, de sorte que lorsque nous sommes devant le partenaire financier, nous sommes en mesure de pouvoir vendre le potentiel de cette entreprise. La filière anacarde peut donner encore plus de satisfaction au Sénégal. Il est possible d'aller plus loin que les nougats et la pâte que certaines unités réussissent à faire. De l'encre, des produits d'entretien, c'est faisable également avec l'anacarde. Et c'est le combat de l'ADPME pour plus de richesses et d'emplois générés. Économie, c'est tous les jeudis. Allons à la découverte de Sipo, une petite île, mais particulière de par son histoire. Si l'île est connue, c'est parce que le premier habitant, Fodé Touré, et sa descendance sont considérés comme rois et reines dans cette localité située dans la commune de Toubacouta. L'île suscite curiosité et attend vainement des touristes. Les populations, elles, se déploient dans le secteur agricole ou dans la pêche. Jean Dior, nous sommes dans Couleur du Sénégal. Route impraticable n'est que le début d'un parcours pour aller dans une île située dans la commune de Toubacouta. Et c'est une traversée en pirogue qui va nous amener à Sipo, entendez terre de paix en manding. L'île doit sa réputation à la famille qui y règne. Bienvenue chez Fatou Mané, la reine de Sipo. Cette île a été découverte et fondée par mon père. Il y a habité seul avec sa femme et ses enfants, dont mon père. Vu que je suis fille unique, à sa mort, j'ai pris le règne et depuis, je suis propriétaire de cette terre. Ces 88 hivernages l'ont certes affaibli, mais cela ne l'empêche pas de prendre soin de cette île sur laquelle son grand-père posa pied en 1921. Ce dernier, fondateur du village habité par des Mandingues, est originaire de la Guinée-Bissau. Des origines qui cachent tout un mystère, car Fatou Mané dit appartenir au djinn. Lorsque j'étais petite, j'avais rencontré un homme qui m'a demandé de lui remettre le bracelet en argent. Et j'ai refusé. Je ne savais pas qu'il était un djinn. Ils m'ont amené vivre avec eux pendant 7 longues années.
Ils m'ont ramené que lorsque j'étais en âge nubile. Ils avaient écrit sur mon front et partout sur mon corps des écritures saintes. Tout le monde me fuyait parce que j'étais très bizarre. Cette mère d'une fratrie de 7 enfants vit humblement sa royauté. À l'exception de ce bâtiment qui sert de refuge aux pigeons, toutes les pièces de cette demeure sont en paille. L'héritière de Fodé Touré est loin de vivre les privilèges d'une reine. Modeste certes, mais pas moins importante. Quand il y a des conflits au sein du village, on fait appel à moi. J'aide aussi les femmes qui ont des problèmes de fertilité et d'autres personnes qui sont maraboutées ou ensorcelées. Quelques 70 âmes se réveillent dans cette île de moins de 20 demeures. Un village de pêcheurs de novembre à mai et cultivateurs pour le reste de l'année. Baigné par les eaux du delta du Saloum et ses mangroves, que serait Sipo sans le tourisme? Durant la saison touristique, l'île voit sa population doubler. En cette période basse, les saisonniers ont fermé maison et rejoint leur terre natale. Le tourisme nous rapportait vers les années 70-80. Mais maintenant, ce sont les guides qui empêchent les touristes d'acheter nos produits à de bons prix. Les choses tournent au ralenti. Le silence dans cet espace réservé aux produits artisanaux en témoigne. Nos clients, ce sont les touristes des campements environnants. Ils peuvent venir faire leur visite dans l'île et repartir sans rien nous acheter. Nos marchandises proviennent de Ngaï, Dakar, entre autres. Si ce sont des colliers, c'est nous-mêmes qui les enfilons. Quant aux produits en bois, ce sont les Laobés de Toubacouta qui nous les revendent. Malgré la situation, certains y croient encore et se contentent du peu que leur offre le tourisme. Je fais de la transformation de fruits en confiture. Je vends le pot à 2000 francs ou même 2500. Je fais de la confiture de mangue, de ditar, du bissap, etc. Autre timide activité, la récolte du vin de palme. Je monte le palmier pour cueillir les noix de palme. Je vends la bassine à 750 francs. Quant au vin de palme, j'allais jusqu'à Toubacouta. Mais maintenant, l'activité n'est plus rentable. Voici l'école élémentaire de Sipo. 2 salles de classe pour un enseignant. À côté du soutien de la commune, ces insulaires comptent beaucoup sur le tourisme pour développer leur village, comme à l'image des autres îles du Saloum. Une chose pas impossible, vu que beaucoup d'étrangers foulent leur sol pour rendre visite à la reine, mais aussi s'imprégner de l'histoire de la famille royale. Si le Cayor a son Ladjor et que le nom d'Arbourignay renvoie au Djolof, la Casamance a son héroïne. Aline Sitoé Diatta, une figure emblématique de l'histoire du Sénégal, déportée par le colon à Tombouctou au Mali. La jeune prêtresse du Cabrousse a marqué son époque grâce à sa résistance pacifique au colonialisme. Très respectée, son parcours fait frémir. Dans son Kassa, beaucoup d'édifices portent son nom au Sénégal. Aline Sitoé Diatta ou la Jeanne d'Arc de l'Afrique, c'est un reportage de Carlton Gay. La Casamance a également son héroïne, parfois présentée comme une reine. Aline Sitoé Diatta est une figure emblématique de la résistance casamançaise contre la colonisation. Née à Cabrousse, une localité située dans le département d'Oussouye, la prêtresse du culte Kassara, le culte de la pluie, était une faiseuse de miracles. Le pouvoir qui est mystique, c'est-à-dire en faisant des prières, il allait dans les fétiches pour faire ses prières. Ouais. Et jusqu'à nos jours, s'il n'y a pas de pluie, c'est là-bas qu'on fasse faire des prières. Et là, même si la météo a déclaré qu'une semaine, il n'y aura pas de pluie, nous, jusqu'à présent, quand on fasse ces prières, dans la semaine, plus tard, il y aura la pluie. Ces faits lui ont valu une célébrité au-delà des frontières de son terroir, mais également ils ont attiré l'attention du colon. Aline Sitoé exhortait la population à une résistance passive, notamment le refus de cultiver l'arachide à la place du riz. Quand le blanc était là, et à vrai dire,
d'après ce qu'on a dit, personne n'osait se mettre face aux Blancs. Elle était la seule capable, elle était la seule qui était là présente d'abord avant que les autres viennent. Ce qui lui a valu son arrestation. À Cabrousse, les témoins ont toujours du mal à raconter son histoire. Les Blancs l'ont capturée ici pour l'amener à Ziguinchor avant sa déportation. Elle a été seule face aux colons. Ils l'ont pris parce qu'ils savaient qu'Aline Sitoé Diatta était la guide du village. C'est une histoire très dure pour nous. Ici, c'est très difficile de voir nos parents, nos grands-parents même, pour qu'ils puissent t'expliquer qui est Aline Sitoé, te dire comment elle est, parce que vu la façon dont elle a déporté, on l'a déportée innocente. Bon, elle était une résistance. Elle n'a jamais une résistance pacifique. Elle n'a jamais poussé à sa population d'utiliser les armes contre les colons, non. Un parcours qui impose le respect, d'où quand même l'appelle la Jeanne d'Arc de l'Afrique. Aline Sitoé Diatta est un modèle. Aline Sitoé Diatta, moi, ça me fait penser beaucoup à ça, à ce que je vois quand je viens ici, chez les gens, la communauté, le tissu serré, la famille, et la proximité des gens. Ouais. Et la fierté des gens aussi, la fierté des gens du village, qu'elles viennent d'ici. Ça a une grande importance pour eux, d'ailleurs. C'est important pour eux. De la reconnaître aussi, de la faire reconnaître. Et de la mettre, je sais que l'an dernier, il disait, de la faire mettre dans l'histoire aussi. 1920-1944, elle est morte à Tombouctou, là où elle a été déportée. Mais durant sa courte vie, rappelons qu'elle a vécu 24 ans, Aline Sitoé a inscrit son nom à jamais dans l'histoire du Sénégal. Dans sa Casamance naturelle, beaucoup d'édifices portent son nom. La place Aline Sitoé Diatta, le stade de Ziguinchor, le bateau qui assure depuis 2008 la liaison Dakar-Ziguinchor entre autres, et au campus social de l'UCAD réservé aux étudiantes, la cité Aline Sitoé Diatta. C'est le dernier reportage de la série Couleurs du Sénégal qui se termine aujourd'hui. Nous avions commencé le 22 août dernier pour une cinquantaine de reportages et des sujets tendance vacances, une trentaine des îles du Saloum, où on a pris les premières couleurs du Sénégal. Nous avons traversé le fleuve Casamance pour aller à Linkin, Djembereng, pris de la lumière à Alwar, respirer du bon air à Lompoul, revisiter l'histoire de Derklé et de Mamor Anta Sali, découvert l'épicentre du Sénégal à Payar et vu les mégalithes de Ndofane, marché avec les lions de Toubacouta et pris notre envol pour d'autres destinations et ce sera sans doute l'année prochaine. Direction Gorée où avec Gorée Institute on a célébré la journée du patrimoine en Afrique du Sud. L'ambassade de ce pays à Dakar a choisi l'île Mémoire pour vivre l'événement dont le thème cette année est célébrer nos trésors humains en affirmant notre identité. Mansourba. La manifestation a regroupé des enseignants-chercheurs, des étudiants et artistes pour réfléchir sur la préservation de notre patrimoine commun. Les manifestations de cette année placent au premier plan les trésors humains vivants pour leur immense contribution aux arts, à la culture et au paysage patrimonial. Septembre, c'est un mois du patrimoine en Afrique du Sud. Pendant tout le mois, on célèbre le patrimoine, on célèbre nos langues, on célèbre nos croyances, on célèbre notre nourriture, on célèbre notre identité. C'est tout cela qui forme donc le patrimoine de l'Afrique du Sud. L'occasion a été saisie par les participants pour discuter sur la préservation de la mémoire à travers la poésie. Prière au masque de Léopold Sédar Senghor qui traduit un peu ce que l'Afrique doit donner ou ce que l'Afrique a donné au reste du monde. Parce que Pablo Picasso, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît le cubisme. Mais qui sait que Pablo Picasso, s'il n'avait pas été inspiré par les masques africains, n'aurait pas créé son mouvement et n'aurait peut-être pas eu ce succès. Donc que les masques nègres, que les masques africains parlent
pour donner au monde ce qui lui manque après la révolution industrielle. La rencontre était un moment important pour revenir sur les relations entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Des relations dynamiques pour un partenariat fécond entre les deux pays. Relations between Senegal and South Africa are very, very close. Nous avons de très bonnes relations, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et je pense que c'est un moyen d'aller de l'avant dans ces relations entre les deux pays pour le bien du continent, de nos deux pays, mais aussi du continent africain. Senegal and South Africa. La célébration de la journée du patrimoine sud-africain au Sénégal est en prélude à deux événements majeurs prévus sur l'île de Gorée en juillet 2017, à savoir la commémoration du 30e anniversaire de la réunion de Dakar et le jumelage de l'île de Gorée avec Robben Island, deux îles inscrites sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. La troupe artistique de l'université normale de Kamen a présenté un magnifique spectacle au Grand Théâtre de Dakar devant un millier d'élèves de la Médina. Les chorégraphes ont montré toutes les facettes de la culture chinoise. C'est une manifestation entre dans le cadre de la tournée de l'année 2016 aux instituts Confucius en Afrique. Fatou Diofa. C'est un spectacle folklorique sur toutes les facettes de la culture et de la civilisation chinoise, de l'opéra, les danses des ethnies multicolores, la danse porcelaine bleu et blanc ou encore arou, un instrument musical traditionnel à deux cordes qui date de plus de 1000 ans. Bref, des chorégraphies qui renseignent sur la richesse et la diversité de la culture chinoise. Et je m'en vais partager avec vous les motivations de cette joie. Je crois que la première raison tient à l'actualité de Confucius que nous célébrons aujourd'hui. Je vais vous rappeler très rapidement, très brièvement, les principes du confucianisme. Et vous allez vous rendre compte que ces principes ont une portée universelle. Ils sont basés sur des notions comme par exemple la gouvernance vertueuse, basée sur un état juste, la coïncidence de l'ordre de la nature et l'ordre de la société, la condition humaine, l'ordre social et l'ordre de la nature sont sous les auspices de ce que les Chinois appellent, en utilisant le concept de mandat céleste, dont le pouvoir public est le principal garant. S'y ajoute l'équilibre universel qui est fondé sur l'harmonie des 4 composantes que sont la nature, la société, la famille et l'individu. À travers ce spectacle, la Chine veut promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples d'Afrique et de la Chine. D'où le thème « Une culture brillante au service d'une amitié sincère ». La troupe artistique de l'Université normale de Ganam nous a permis de découvrir la riche culture de la Chine. C'est un honneur pour nous de la montrer au peuple sénégalais. Un millier d'élèves de la Médina, des étudiants en chinois et des autorités ont été émerveillés par la beauté de ce spectacle, un défilé de mode et un chant choral intitulé « Ce n'est qu'un au revoir » ont mis fin à cette manifestation. Remobilisation des troupes. L'APR se déploie à Kaolack. Le ministre Diène Farba Sarr y a présidé un meeting pour impulser une dynamique de combat pour les conquêtes futures. Le meeting a été l'occasion de saluer les efforts accomplis pour faire face aux inondations. Claire Diop. Grande mobilisation des jeunes de Kaolack à Léona Niassène pour dire merci au ministre Diène Farba Sarr. Ce dernier, un homme d'action qui n'a ménagé aucun effort depuis le début de l'hivernage pour soulager les populations victimes des inondations. Il a fourni du matériel aux jeunes qui ont abattu un travail de titan pour débarrasser le quartier des eaux et le rendre propre. Le ministre nous avait demandé en tant que mouvement de jeunes de mieux nous impliquer dans le volet assainissement par des séances de set-setal et autres. Il nous a donné le matériel nécessaire, du carburant, des pelles. Nous le remercions sincèrement.
Le mouvement des jeunes de Kaolack est très dynamique. L'affirmation est du ministre. Diène Farbassar a tenu à témoigner devant l'Assemblée. Le mouvement qui est supervisé par mon fils, je dis bien Ousmane Noël Dieng. Un homme brave, un homme déterminé, un homme engagé. Il me rappelle l'existentialisme de Sartre. Un engagement fondé sur la responsabilité et l'action. Je suis en pleine dialectique. Ousmane est attribut et esprit. Je parle en termes philosophiques. Il a posé des actes. Depuis 3 ans à mes côtés, je ne peux que les remercier. Au-delà du président du mouvement, c'est toute la jeunesse de Kaolack qui est à l'honneur. Je suis venu pour remercier. Remercier des jeunes qui ont bravé la chaleur. Remercier des jeunes qui, depuis 2 jours, sont en train de se battre, qui sont dans les chantiers de Kaolack pour atténuer la torpeur des populations, qui sont baignées dans des inondations. Depuis 2 mois. Beaucoup de responsables politiques de l'APR ont pris part à l'activité, parmi eux la notaire Nafissatou Diop. À son tour de lancer un appel aux jeunes pour un soutien sans faille au président Macky Sall. Les jeunes se sont engagés à mieux vulgariser les réalisations et projets de développement du gouvernement. Cela pour convaincre plus de Sénégalais. L'actualité internationale pour terminer, elle nous mène aux États-Unis, en Algérie, en RDC et au Soudan, où l'ONG Amnesty International a publié un rapport mettant à jour des attaques à l'arme chimique au Darfour. Nadine Tajdine. Pour Amnesty International, Khartoum utilise des armes chimiques. Selon l'ONG, une trentaine d'attaques à l'arme chimique ont été menées dans le Jebel Mara depuis le début de l'année. La dernière date du 9 septembre. Les attaques s'inscrivent dans le contexte d'une offensive militaire du régime contre les rebelles de l'armée de libération du Soudan. Les résultats de cette enquête viennent contredire le président soudanais Omar el-Béchir qui a annoncé le 7 septembre dernier que la paix était revenue au Darfour. La RDC sous pression internationale, le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, a été très ferme. Il a estimé que la RDC était au bord de la guerre civile et pour lui la raison de cette menace est claire. Il y a un président qui est en place et qui veut garder sa place alors qu'il n'a plus le droit de se représenter. Aussitôt, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a réagi à ces propos en affirmant que la RDC n'était ni le Soudan ni le sud de la Libye. Une pression internationale qui s'accentue sur le pays puisque de leur côté les États-Unis ont pris des mesures contre des proches du président Kabila. Baisse de la production du pétrole décidée par l'OPEP. Les 14 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole réunis ce mercredi à Alger sont finalement parvenus à dégager un accord de principe sur la baisse de la production. Afin de faire remonter le cours du pétrole, l'organisation ramènerait sa production entre 32,5 et 33 millions de barils par jour. C'est la première fois que l'OPEP réagit ainsi depuis 2008 quand la crise financière avait fait plonger le prix du baril. Le Congrès rejette le veto de Barack Obama sur les attentats du 11 septembre. Le président Obama a essuyé un sérieux revers ce mercredi lorsque le Congrès a une large majorité annulé le veto qu'il avait mis à un projet de loi controversé. Ce texte intitulé Justice Against Sponsor of Terrorism Act devrait permettre aux proches des victimes du 11 septembre de poursuivre l'Arabie Saoudite. Le président américain estimait que ce texte affaiblirait le principe d'immunité qui protège les États et risquait par un effet boomerang d'exposer les États-Unis à des poursuites devant divers tribunaux à travers le monde. 3 morts et plus de 100 blessés dans le déraillement d'un train aux États-Unis. C'est le bilan provisoire de l'accident de train qui s'est produit ce jeudi à l'heure de pointe en banlieue de New York. Selon les autorités, de nombreux blessés seraient actuellement dans un état grave. Selon les premières informations, le train, probablement bondé, aurait raté son arrêt enfonçant un mur en bout de voie. Les accidents de train ne sont pas rares aux États-Unis où le manque d'investissement dans les réseaux ferroviaires est souvent dénoncé. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de suivre l'actualité de tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.
des travaux de la RN6. Abordant la régulation des loyers et l'accès des Sénégalais au logement, le chef de l'État demande au gouvernement de lui faire le point avant la fin du mois d'octobre 2016 de l'état de la mise en œuvre de la loi 2014-04 du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers, une mesure économique et sociale qui vise à accroître le pouvoir d'achat des consommateurs et réduire la spéculation sur le marché de l'immobilier. Le président de la République demande également au gouvernement de veiller au respect des droits des bailleurs, des locataires, des normes de construction et de faciliter l'accès des Sénégalais au logement, à la propriété foncière et immobilière à travers une meilleure promotion de l'habitat social, notamment dans les pôles urbains. Évoquant par ailleurs l'objectif assigné au gouvernement de réaliser 50 km d'autoroutes par an et la gestion stratégique des projets autoroutiers, le président de la République demande au gouvernement de finaliser le processus de création d'une société de gestion du patrimoine autoroutier, d'une autorité de régulation des activités autoroutières et le cadre juridique requis pour un fonctionnement harmonieux et performant du secteur. Poursuivant sa communication autour de la modernisation des lieux de détention, le chef de l'État a rappelé au gouvernement ses directives relatives à l'accélération de la construction d'une nouvelle maison d'arrêt à Sébikotane, à la réhabilitation de tous les lieux de détention et à l'amélioration continue des conditions de séjour carcéral des détenus dans le respect des normes nationales et internationales requises en la matière. Dans la même perspective, le président de la République invite le gouvernement à engager avec l'ensemble des acteurs institutionnels et de la société civile la réflexion sur les longues détentions provisoires, le fonctionnement permanent des chambres criminelles, la problématique du réaménagement des peines, la refondation de la politique de réinsertion sociale des détenus et la modernisation de l'administration pénitentiaire. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats, en informant le Conseil de sa participation à Montréal à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, et à New York à la 71e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Le Premier ministre a rendu compte du suivi de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale en revenant sur les travaux de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la participation du chef de l'État à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la situation en Syrie et le processus de sélection du secrétaire général de l'ONU, en cours au sein du Conseil de sécurité dont le Sénégal est membre. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne agricole 2016-2017 en revenant sur la situation phytosanitaire. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales a fait le point des activités prévues dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la rage. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a présenté au Conseil le nouveau tableau de bord de suivi et évaluation de la mise en œuvre des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal, le projet de loi modifiant la loi 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale, le projet de loi portant code minier, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité d'organisation stratégique du pétrole et du gaz, COS Pétrogaz. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Baye Mokhtar Diop, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal en Italie, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Dr Moulatou Tessomé, président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et ambassadeur représentant permanent auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, en remplacement de M. Momar Gueye, appelé à d'autres fonctions. M. Ndiougassar, inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, précédemment coordonnateur de l'inspection interne des services au ministère des Sports, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières, IAAF, au ministère des Sports en remplacement de M. Mamadou Falilou Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Mamadou Abibou Diagne, docteur vétérinaire, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières, IAAF, au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement.
La société de sécurité internationale SAGAM célèbre ses 30 ans, cérémonie présidée par le chef de l'État en termes de création d'emplois. L'entreprise a 3006 titres. Le président de la République remet 400 véhicules aux maires et aux présidents des conseils départementaux. Cela vient s'ajouter aux 250 autres qui ont été réceptionnés. Le chef de l'État qui a également présidé la cérémonie de célébration des 30 ans de la société SAGAM. Restaurer la confiance, instaurer et pérenniser le dialogue pour une année apaisée. Les acteurs de l'école prennent l'engagement d'œuvrer ensemble. Les dernières concertations sont jugées utiles pour aller de l'avant. À une semaine de la rentrée des classes, pas encore de rush pour s'inscrire. Certaines écoles sont encore inondées alors que d'autres sont en état d'accueillir les élèves. L'anacarde, quelle bonne affaire pourvoyeuse d'emploi et de recherche. L'activité génère des chiffres d'affaires importants chez les groupements de femmes. À Thiénaba, l'exploitation de la noix de cajou prospère. Près de 200 000 personnes travaillent dans ce secteur selon les chiffres de 2012. C'est le sujet de la rubrique économie. Sipo, l'île qui se cache dans le delta du Saloum et sa reine sont dans couleur du Sénégal. Peu connu, ce village mandingue composé d'une vingtaine de concessions a accueilli son fondateur en 1921. Plus de 70 ans après, ce havre de paix attend vainement les touristes. Et puis, s'il y a une reine célèbre au Sénégal, c'est bien celle de Cabous, Aline Sitoé Diatta, la résistante très jeune. Elle aura dit non aux colons malgré les représailles. Ce soir, dans Couleur du Sénégal, deux reines, deux trajectoires. Bienvenue à tous. Nous démarrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni hier mercredi au Martiawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 28 septembre 2016 à 10h au Palais de la République. Entamant sa communication autour de la commémoration du 14e anniversaire du tragique naufrage du bateau le Joola, le chef de l'État salue la mémoire des victimes de cette catastrophe et réitère la compassion et la solidarité de la nation aux familles éplorées et aux rescapés. Le président de la République invite le gouvernement à déployer toutes les actions nécessaires au fonctionnement optimal de l'Office national des pupilles de la nation et à la réalisation dans les meilleurs délais du mémorial dédié aux victimes. Par ailleurs, en vue d'intensifier les efforts déjà consentis par l'État pour améliorer significativement le désenclavement terrestre, aérien et fluvio-maritime de la Casamance, le chef de l'État demande au gouvernement de veiller au fonctionnement régulier des navires Aguène et Diambogne, à l'exécution des projets de dragage du fleuve Casamance et du bras de mer du Saloum, à la réalisation urgente de la boucle du Boudié et à la finalité. Ceci pour apporter sa modeste contribution dans la protection des personnes et des biens. Une entreprise à forte vocation sociale dont le management a été salué par le chef de l'État. Au Sénégal, SAGAM a fait une masse salariale annuelle de 7,5 milliards pour plus de 3500 emplois. Cheikh Abderrahmane Ndiaye, vous avez très tôt compris que la sécurité des personnes et des biens dans notre espace requiert la mobilisation de tous les acteurs. Vous avez su bâtir avec persévérance et rigueur une culture de l'excellence, une tradition d'innovation et surtout une bonne réputation. Vous avez donné la preuve durant 30 ans de labeur que l'Afrique recèle des compétences et des expertises de standard international capables de porter la performance à des niveaux très élevés. Et ça, c'est votre mérite personnel. Et nous devons aider à construire ces champions régionaux, ces lions. Pour la célébration du trentenaire, le thème a porté sur les questions de sécurité du moment et le rôle du privé. De notre système de sécurité. Une coopération et un partenariat étroit entre les secteurs publics et privés aiderait à relever les défis. Le terrorisme, avec son cortège de dérivés, exige une posture que les seuls acteurs étatiques ne peuvent tenir. Les impératifs de la lutte contre le terrorisme ou l'extrémisme violent nous imposent une adaptation de nos forces face à ces nouveaux défis qui concernent autant les services publics que privés de sécurité. Face aux nouvelles formes de menaces,
la sécurité est devenue un besoin vital, une affaire de tous pour plus d'efficacité. Le terrorisme, véritable fléau des temps modernes, impose une prise de conscience collective par rapport aux questions de sécurité. Il ajoute une nouvelle dimension au défi du développement d'une Afrique déjà. Son employé, le président de la République, apprécie l'innovation dans la démarche et dans les politiques de sécurisation des biens et services. Aboubakri Kane. La sécurité constitue un pilier de la stabilité essentiel à tout processus de développement. Les forces de défense et de sécurité sont les premiers acteurs de la sécurisation des biens et des services. À leur côté, se développe un secteur privé de sécurité qui joue sa partition. Avec 30 ans d'expérience, Sagam International a une vision de sécurité qui répond aux besoins de l'heure. Il m'appelle pour faire la levée de doute. Avec une solide réputation acquise notamment avec l'intégration de systèmes de sécurité électronique. L'évolution des technologies permet aussi d'innover. Ce système-là, qui est électronique, est intégré avec la vidéosurveillance. Ça, c'est une caméra dôme mobile, 365 degrés, qui peut, sur action et intégration, passer de cette position d'origine à une position qu'on appelle des presets et faire un tracking. Quand il badge, par exemple, oui, allez-y, pour passer, le couloir va s'ouvrir, il est autorisé, il passe et la caméra a changé de position tout de suite pour nous montrer qui est passé. Et là, on a de façon cumulative son badge avec son image pour être sûr que c'est la personne qui est passée qui est le vrai détenteur du badge. Quelqu'un peut disposer d'un badge, avoir le code valide, mais être sous la contrainte, par exemple, d'un homme armé et tout, qui lui demande d'ouvrir la porte. Et si c'est le cas, on lui a donné un code secret qu'il va utiliser pour ouvrir la porte. La porte va suivre, mais on recevra l'alarme avec un prépositionnement de la caméra pour nous montrer le danger. Créé en 1985, dans l'objectif de combler un besoin sécuritaire pour les missions diplomatiques, les institutions et les services, Sagam a su diversifier ses produits et s'implanter dans plusieurs pays d'Afrique. Sa volonté, réaffirmée par le PDG, est de faire bénéficier à toutes les populations de son expertise. Au 31 décembre 2015, la Sagam s'est hissée parmi les 3 premiers employeurs du Sénégal. La Sagam a décidé, Monsieur le Président, de s'installer dans la nouvelle ville de Diamniadio, à Diass et dans la zone de Mbour.